chers amis de TV Liberté, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'été de Perles de Culture. Et nous filons au cinéma tout de suite avec un nouveau, Pierre. Bonjour Pierre, bienvenue. Bonjour. Et nous allons commencer aujourd'hui avec un film que nous avions annoncé avec Roman la semaine dernière, qui est Transcendance, et dont je vous propose qu'on regarde, mon cher Pierre, tout de suite la bande-annonce. La bande-annonce. Je vous demande d'accueillir mon partenaire en sciences et dans la vie, le docteur Will Caster. La voie de la construction d'une intelligence artificielle passe par l'élucidation des plus grands secrets de l'univers. Imaginez une machine capable d'éprouver toute la gamme des émotions humaines. Sa capacité d'analyse sera supérieure à la somme de toutes les intelligences, de tous les individus, de toute l'histoire du monde. Certains chercheurs appellent ça la singularité. Professeur ? Moi, je parle de transcendance. Attentat en série perpétré par un groupe d'extrémistes technophobes connu sous le nom de Rift. Toujours contre des labos d'intelligence artificielle. Ce sont des années de recherche que nous avons perdues. C'est une forme de contamination. La balle devait être irradiée et les effets sont irréversibles. Le corps de Will est en train de mourir, mais son cerveau est un réseau de signaux électriques. On peut sauvegarder sa conscience. On peut le sauver, Max. Pas comme ça. En admettant que ça marche. Si on rate quelque chose, une pensée, un souvenir d'enfance, comment savoir à qui on a affaire? Je suis seul. Evelyn, Oui, c'est pas vrai. je ne sens rien. Je suis là. Il faut que vous me connectiez, j'ai besoin de plus d'énergie. C'est peut-être intelligent, peut-être même sensé, mais ce n'est pas Will. Éteins-le, on sait pas jusqu'où ça peut aller. C'est lui, Max. Vos amis ont franchi une limite. Ils se rendent pas compte du danger. C'est stupéfiant. Comment le combattre? On ne peut rien. Comme n'importe quelle intelligence, une intelligence artificielle a des exigences. Le vrai Will est mort. Ça va commencer à évoluer. Où est la machine? Jusqu'à influer. Peut-être sur le monde entier. Où vas-tu? Partout. Donc, mon cher Pierre, peut-être vous voulez nous dire deux mots sur le film, hein. On a vu la bande-annonce. Oui, alors c'est un film qui aborde le thème de l'intelligence artificielle avec Johnny Depp qui incarne un scientifique. Et alors, apparemment, ce scientifique veut réinventer Dieu. Et donc, au fil de l'histoire, des terroristes vont vouloir détruire la machine que le scientifique va vouloir créer. Et voilà, donc ces terroristes vont détruire, on va pas dévoiler la fin du film, mais voilà, donc ces terroristes vont essayer de lutter contre la machine de ce scientifique. Et les terroristes deviennent presque des résistants, d'ailleurs, hein, puisque cette machine qui est pourvue d'une intelligence artificielle, qui est une intelligence humaine, celle du scientifique incarné par Johnny Depp, nous pose en fait une question clé qui est, à mon avis, le seul point intéressant du film, qui est quel danger de l'intelligence artificielle, quel danger quand l'homme se prend pour Dieu et veut dépasser ses pouvoirs conférés par la nature, quand l'homme est capable de modifier la nature et de modifier l'homme lui-même, qu'est-ce qui se passe? Toutes les dérives sont évidemment possibles, et c'est ce sujet que le film aborde, à mon avis, pas très bien, puisqu'outre le fait que Johnny Depp soit très sympathique et un très bon acteur, on est évidemment loin des films comme Pirates des Caraïbes que vous avez peut-être vus et qui sont d'une nullité abyssale. En réalité, moi ce que j'ai trouvé un peu dommage dans ce film, c'est que on comprend au bout du compte que cette intelligence artificielle était tellement supérieure à la nôtre qu'elle avait tout prévu et qu'elle luttait pour notre bien, alors que nous, pauvres humains, pauvres résistants, ne comprenions pas le bien. Et là, on est complètement dans un rapport divin, hein, puisque quand l'homme se bat, évidemment, il ne peut pas savoir si les malheurs qui lui sont infligés par la vie, d'aucuns diraient par Dieu, ne sont pas aussi une pierre sur l'étape qui mène sur la route du grand bonheur. Donc voilà, non.
ça nous ramène à notre dimension d'humain misérable et stupide. Et c'est pas toujours très bien. On est en tout cas assez loin du film où il y a les gentils / les méchants et où les gentils triomphent face aux méchants. Et donc tout va bien et à la fin le gentil entretient une histoire non platonique avec la gentille. Et voilà, donc on est loin du schéma type du film américain, ça sort un peu des sentiers battus, mais à mon sens c'est pas un film aussi grand qu'il aurait pu l'être avec un thème aussi intéressant. Vous donneriez quelle note que celui-là? Ah, le coup de la note. Je sais pas, moi je suis pas très note. Il paraît, le ministre de l'Éducation nationale a dit qu'il fallait plus mettre de notes. Donc, on n'est pas obligé de le respecter. Pas de notes. Pour moi, c'est un bon film, mais pas à voir absolument. D'accord. Voilà. Alors, moi, je vous propose qu'on passe au deuxième film qu'on avait sélectionné ensemble. Donc, qui est The True Faces of January. Voilà, en français dans le texte. The True Faces of January. C'est un couple d'Américains qui se rend en voyage à Athènes dans les années 60. Et donc, voilà, ils vont rencontrer un jeune guide américain qui parle grec, qui va donc leur faire découvrir le pays. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Ah, qui va leur faire découvrir le pays, et pas que le pays, puisque, en fait, on s'aperçoit assez vite que cet Américain bien propre sur lui est en fait un escroc qui fuit son pays d'origine sous ses airs de touriste international. Et cet escroc va être poursuivi par un détective privé qui va le retrouver et que l'escroc va tuer dans un accident. J'en dis pas plus sur l'intrigue pour pas dévoiler tout le film, mais donc s'ensuit une espèce de cavale que mène cet escroc avec sa femme et le guide américain, qui est lui-même amoureux d'ailleurs de la femme de l'escroc. Donc il y a une dimension amoureuse, une intrigue amoureuse et policière dans ce film. Et puis une espèce de combat de coq, parce qu'évidemment quand deux hommes se battent pour la même femme, ça débouche toujours sur un combat de coq, et un affrontement entre ces deux personnages, dont l'un est un escroc de haut vol, qui a mis en place une pyramide de Ponzi, et l'autre un escroc à la petite semaine qui arnaque les touristes sur les marchés d'Athènes en faisant semblant de négocier pour eux quelque chose à moitié prix, mais en encaissant 2 fois la différence sans le dire à ces touristes. Alors je ne dirai pas, et vous non plus, mon cher Pierre, qui gagne, qui sera pris, mais c'est un film qui m'a beaucoup plu, que j'ai vu hier soir, donc il est encore tout frais dans mon esprit, qui m'a beaucoup plu, alors avec en plus une esthétique un peu hitchcockienne, même si l'intrigue n'est pas, disons-le tout net, et pas digne de La mort aux trousses. On est plongé dans l'Europe et l'Europe de l'Est des années 60 avec des jolies robes, des jolis costumes, avec une cavale en autobus, avec des faux passeports, avec des bateaux, avec des douaniers qui sont encore des douaniers. Bref, on voyage dans l'Europe d'autrefois et ça fait aussi du bien à une époque où on ne peut plus prendre l'avion avec une bouteille d'eau parce que soi-disant c'est un appel au terrorisme international. Ça fait du bien de voir ce côté bon enfant, et puis on est aussi plongé évidemment dans les sites merveilleux de la Grèce antique. Donc rien que pour ça, ça vaut le coup d'aller voir le film. L'ambiance est très réussie, l'image est bonne, le jeu d'acteur est très bon. Ne me demandez pas le nom des acteurs que je n'ai pas retenu, j'imagine que vous non plus, mais c'est pas grave. C'est un film que je recommande, plus encore que Transcendance, même si ça ne pose pas de questions existentielles. C'est un film qu'on peut aller voir et on est certain de passer un bon moment. Alors on va parler du troisième film maintenant, c'est Jimmy Hall. Exactement. Donc l'action se déroule en Irlande dans les années 30. Et donc ce Jimmy est de retour dans son pays natal après 10 ans passés aux États-Unis, et il organise, on va dire, une salle des fêtes, une salle de lecture où les gens pourront se retrouver, danser, chanter, etc. En toute liberté. En toute liberté. Et donc ce Jimmy va être un petit peu en conflit avec l'Église, en tout cas avec le pasteur qui voit d'un assez mauvais œil l'action de ce jeune Jimmy. Le curé, parce que si je puis me permettre, mon cher Pierre, ils sont catholiques dans cette partie d'Irlande. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est le curé. Alors c'est vrai que ce Jimmy se retrouve un peu
malgré lui, au cœur de toutes les tensions communautaires de l'époque, parce que lui n'a rien demandé à personne, il revient des États-Unis, tous ses amis d'enfance lui disent « Oh Jimmy, faisons des choses tous ensemble, on va faire une salle, ça va être rigolo, on va s'amuser tous ensemble, etc. » Dans ce climat de l'Irlande des années 30 qui est évidemment très pesant, hein, avec une culture religieuse extrêmement forte, même dominatrice, et puis avec toutes les tensions qui sont déjà là vis-à-vis du pouvoir anglais qui domine tout. Et donc ce Jimmy accepte et crée ça et se retrouve à devenir une sorte de leader politique d'opposition qui est régulièrement insulté par le curé. Le curé le traite même d'antéchrist pendant la messe, donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement fort. Il y a cette phrase très forte où le curé dit « il faut choisir, c'est le Christ ou Jimmy Gralton ». Bon, c'est quand même, c'est quand même d'une violence inouïe. Alors, bon, si Anne était là, vous la connaissez mon cher Pierre, elle hurlerait en disant que c'est absolument impossible de faire passer comme ça ce clergé pour un clergé intégriste et du rejet, bon, qui a peut-être existé en partie. C'est vrai que le personnage du curé est extrêmement caricatural. En gros, le curé est opposé à tout ce qui n'est pas de son fait et à tout ce qui sort de l'Église. Donc il se retrouve dans le rôle du méchant. Donc le curé est grosso modo le méchant du film, il faut bien le dire. Jimmy est le gentil du film. On passe un peu sous silence la dimension politique qui est en fait le vrai argument, qui à mon sens tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Puisque on commence par la liberté de faire ce qu'on veut, on peut danser, etc. Et par une espèce de tour de passe-passe, ces gens se retrouvent à être des communistes. Voilà, notamment parce qu'une famille de métayers se fait expulser par un de ses grands propriétaires parce qu'ils n'ont pas payé leur loyer. Et donc là, s'ensuit tout le discours de l'imbiens-pensance. Mon Dieu, une famille à la rue. La famille qui exploite devrait être celle qui possède sa maison. C'est inadmissible que la grande propriété s'en prenne au petit peuple, blablabla. Enfin, toute la bien-pensance habituelle. Et donc, combat politique, puisque pour le curé, à juste titre d'ailleurs, ce sont des communistes. Donc le curé est le méchant, ces espèces de libertaires, parce que plus que des communistes en réalité ce sont des libertaires, sont les gentils. Voilà, et c'est évidemment une vision binaire des choses qui, moi, me semble aussi pénible que caricaturale. Donc j'ai évidemment le poil qui se hérisse quand je vois ce genre de film. Néanmoins, vous en conviendrez avec moi, mon cher Pierre, les images sont belles, voilà, et on entend de la bonne musique, de jazz et des danses irlandaises traditionnelles. Donc est-ce que vous recommandez le film ? Non. Non, mais c'est dommage parce que la bande-annonce est très jolie, donc on a l'impression qu'on arrive... Vous savez, dans un film fantastique, on va cerner le problème irlandais au XXe siècle, un affrontement entre le conservatisme et la modernité. Or, c'est pas un affrontement entre le conservatisme et la modernité, c'est un affrontement politique sur fond de tensions religieuses entre le conservatisme vu sous sa forme la plus réactionnaire et la modernité vue sous sa forme politique la plus libertaire. C'est donc en fait mai 68 avant l'heure. Mai 68 dans la campagne irlandaise en 1932 et so what? Voilà. Donc pour moi le film de la semaine contre toute attente c'est The Two Faces of January, parce qu'au moins on passe un très bon moment. Et des beaux paysages. Et on voit de beaux paysages. Mais cela dit, dans les trois films, on voit de beaux paysages. Mais enfin, dans le premier, dans Transcendance, on voit le désert américain. Bon, c'est une forme de paysage. Dans l'un, c'est la Grèce, dans l'autre, c'est l'Irlande. Mais c'est tout à fait positif. Voilà, donc vous irez voir, chers amis de TV Liberté, pendant vos vacances d'été, ces quelques films. Vous nous enverrez un message pour nous dire ce que vous avez aimé ou détesté, si vous êtes d'accord avec nous. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux films qu'on ne vous dévoile pas tout de suite. Et on vous rappelle, en attendant, Princesse Kaguya, qui passe encore et qui, pour le coup, est un film à voir et revoir avec toute la famille. Merci beaucoup, mon cher Pierre. Au revoir, Maxime. Et à bientôt. Amis de TV Liberté, pour cette séquence Je lis donc je suis, nous avons invité une seconde fois Marion Sigaud, tellement son livre, sa série, les manuels d'histoire de Marion Sigaud sont passionnantes. Marion Sigaud, bonjour. Bonjour. Nous allons aborder cette fois très vite, puisque votre livre est un recueil de
plusieurs études, parmi lesquelles il y a j'ai envie de dire les résumés de 2 sujets que vous avez traités dans des livres précédents. La marche rouge, les enfants perdus de l'hôpital général et Mourir à l'ombre des lumières, l'énigme d'Amiens. Alors pouvez-vous nous planter ce décor, l'un étant une conséquence de l'autre? Qu'est-ce que c'est que cet hôpital général et ces enfants perdus? Alors, à la sortie d'une guerre civile qui a duré 4 ans, qui s'appelle la Fronde, qui prend fin en 1652, c'est-à-dire au début du règne de Louis XIV, une misère effroyable s'est répandue absolument partout dans le royaume. Des gens très bien intentionnés, comme le merveilleux Vincent de Paul, font de leur mieux pour essayer de secourir le plus possible les gens tombés dans la misère. Une guerre, de toute façon, la misère du peuple, c'est la guerre. Voilà. La guerre égale la misère vient toujours de la guerre. Le royaume de France est un royaume prospère, les Français n'ont pas les 2 pieds dans le même sabot. La France est un grand pays, quand il y a la guerre, c'est là que le malheur tombe. Et pour venir en aide pour venir à bout de ces hordes de mendiants, de gens absolument démunis de tout, 2 façons de faire s'entrechoquent, celle de la bonté efficace de l'Église, sous la personne de Vincent de Paul, et celle de l'enrégimentement de donneurs de leçons que sont les magistrats, dont nous avons parlé la semaine dernière, les magistrats jansénistes. Alors, à l'origine, l'hôpital général, ils ne sont pas encore jansénistes, mais ils sont de la Compagnie du Saint-Sacrement. Mais c'est le même profil, des notables, des gens à l'abri de tout, bigots, dévots, opposés à l'absolutisme royal, opposés à l'autorité de l'Église, qui veulent de leur propre chef enrégimenter tout le monde. Je ne l'ai pas encore dit, mais votre livre éclaire extraordinairement le présent. Parce que vous évoquez donc ce soin aux pauvres que faisait très bien et fort bien l'Église, avec ses grands hôpitaux, ses grands hospices. À Beaune, on n'a pas toujours vendu du vin à Beaune. On a fait autre chose. La Grande Charité à Marseille. Enfin, bon, l'Église a accompli un travail caritatif absolument considérable et on a on a expulsé l'Église de ces lieux qu'elle avait construits pour accueillir. Et pour faire un travail, comment le faire mal? Pour le faire mal, pour enrégimenter les pauvres, pour les punir. C'est-à-dire qu'à partir de la création de l'hôpital général, c'est-à-dire 1656, l'édit de formation, et 57, l'ouverture effective du premier bâtiment de l'hôpital général, c'est la Salpêtrière, les Parisiens peuvent aller visiter. À partir de cette date-là, la pauvreté devient un délit et la lutte contre la pauvreté devient une affaire de police. Et c'est pas la police du roi, ça va être la police de l'hôpital, les archers de l'hôpital. Ce gigantesque camp de concentration, c'est un camp de concentration. L'hôpital général, c'est une horreur. Va s'occuper d'enlever les pauvres, tous les gens qui mendient, mendier et passible des galères et du fouet. Alors, les abus de la mendicité, tout le monde peut les comprendre. Un exemple, vous parlez des nuisances terrifiantes de l'encyclopédie. L'encyclopédie de Diderot préconise de revendre entre guillemets, les nègres des colonies pour y envoyer les mendiants de la métropole. Absolument. Alors il y a bien un parallèle à faire entre la mentalité des bigots de la Compagnie du Saint-Sacrement ou les bigots jansénistes et les mentalités de l'encyclopédie. Voilà. C'est d'ailleurs le jour où j'ai trouvé cet article-là que j'ai compris. Donc, que fait l'hôpital général? Il enrégimente les pauvres et vraisemblablement, au sortir de la guerre civile, le roi a dit, les juges veulent s'occuper des pauvres, et bien on leur donne. Mais pour s'occuper des pauvres, les juges ont pris ce pouvoir à l'Église. Et à partir les finances. Pardon? Et plus les finances. Tout le problème des pauvres, la solution du problème de la pauvreté et de la mendicité a été pris par les juges. Et parmi ces gens qui sont pris en charge par l'hôpital général, vous avez les enfants. Les enfants orphelins, les enfants de parents pauvres, les enfants en souffrance, les enfants en détresse. Et ça, c'est l'horreur, j'ai découvert l'horreur. C'est-à-dire que, et on va faire le parallèle, si vous voulez bien, avec l'affaire d'Amiens. D'Amiens est un monsieur qui, un siècle plus tard, en 1656, c'est la création de l'hôpital général. 1757, c'est l'attentat de Damiens. 100 ans plus tard, j'ai le soupçon que Damiens peut éventuellement avoir eu quelque chose à voir avec le fait que le roi s'attardait avec des petites filles. Et j'apprends, en faisant des recherches, que Damiens avait une fille et que sa fille aurait été enlevée
au moment où, en 1750, la police, pendant 6 mois, a enlevé des enfants dans les rues. C'est une histoire absolument terrible que l'historienne Arlette Farge, que je salue parce qu'elle a fait un travail magnifique dont je me suis beaucoup inspirée au départ, la police en 1750 enlève des enfants. Alors pendant longtemps les historiens disent les gens croient qu'on enlève leurs enfants parce que le peuple est bête, il croit qu'on enlève ses enfants alors que pas du tout. En fait il y a eu véritablement des grosses affaires d'enlèvement d'enfants, des gens se sont penchés pour savoir ce qu'ils étaient, les raisons pour lesquelles on avait enlevé ces enfants. Le problème n'est pas encore résolu, mais pour savoir si la fille de Damien, puisque Damien avait une fille, si la fille de Damien aurait été enlevée à ce moment-là, et si elle aurait été mise à l'hôpital général, puisque c'était la destination de ces enfants enlevés. Moi, je suis allée dans les registres de l'hôpital général et j'ai vu que ces enfants, qu'au XVIIIe siècle, on raflait dans les rues, entraient à l'hôpital général, garçons et filles, contrairement à ce qu'on a bien voulu dire. Donc, je suis rentrée dans les registres de l'hôpital général et j'ai cherché s'il y avait la fille de Damien. Ce que personne n'a jamais fait. Apparemment pas. D'aller dans les registres, vous êtes une pionnière. Apparemment, oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. De toute façon, quand je suis allée aux archives de l'assistance publique, j'ai tout essoré. Alors là, quand on fait un travail de recherche comme ça, j'ai tout lu sur le sujet à l'époque. Personne n'avait fait ce travail. Donc, je tourne les pages des registres de l'hôpital général pour voir s'il y a la fille de Damien, et je la trouve pas, mais alors j'ai trouvé autre chose. Et ça, c'est pour ça que c'est ce que dit l'histoire, c'est pas ce qu'on cherche, c'est ce qu'on trouve. On cherche quelque chose, on trouve autre chose. Et j'ai découvert quoi? Que des milliers d'enfants entraient à l'hôpital général et en ressortaient pour aucune destination connue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si l'hôpital général est la dernière destination légale pour les enfants perdus et que ces enfants ressortent, où vont-ils? J'ai mis à jour un potentiel, trouvez-moi autre chose que cette hypothèse-là, gigantesque, phénoménal trafic de petits-enfants en direction de qui, de quoi? Et c'est à partir de cette recherche... D'une classe complètement décadente. Mais absolument abominable. Alors, c'est pas la magistrature. C'était pas la magistrature. Attendez, je ne mets pas tout le monde dans le même panier. On est bien d'accord. Bien sûr. Il y a des magistrats, précisément dans le siècle que j'ai croisés, qui sont des gens remarquables, de probité, de sérieux et tout, mais une petite caste qui se bat pour avoir la main mise sur l'hôpital général. Et ce sont les mêmes qui ont jugé le malheureux Damien. C'est-à-dire qu'on retrouve les mêmes qui ont, au moment où on a enlevé des enfants en 1750, il y a eu des émeutes. Parce que alors là, il ne faut pas toucher aux enfants. Pas toucher aux enfants. Bien sûr. Pas toucher aux enfants. On touche les enfants, d'ailleurs on est en train de le voir en ce moment. Oui. On s'approche des enfants, les parents... Sur les ponts des autoroutes, il y a ce slogan, ne touchez pas aux enfants. C'est merveilleux. Ah, ben, je viens de faire un article aussi. Bon, enfin, on en reparlera une autre fois. Bien sûr. On a touché aux enfants en 1750, les parents sont sortis dans la rue, il y a eu des émeutes très graves et il y a eu un procès truqué qui a mené à la pendaison de 3 personnes, non pas 3 personnes qui avaient enlevé des enfants, mais 3 émeutiers qui avaient donné la chasse aux enleveurs. Oui. Et les juges qui ont instruit le dossier des enlèvements d'enfants sont les mêmes qui ont instruit le dossier du malheureux Damien, dont je peux dire, pour avoir étudié, mais essoré ce dossier judiciaire jusqu'à la dernière ligne, qu'il a été truqué de A à Z. Oui. Tout ce qu'on a écrit jusqu'à aujourd'hui sur le procès Damien est une accumulation de mensonges faite par des magistrats qui tenaient l'hôpital général, qui savaient pertinemment, parce que l'hôpital général, il siégeait toutes les semaines, il y avait un bureau qui siégeait et qui prenait les décisions, qui savait que des dizaines, des centaines et des milliers d'enfants entraient à l'hôpital général et en sortaient pour l'inconnu. C'est-à-dire qu'en fait, derrière cette opposition dramatique qui a empoisonné la fin de l'Ancien Régime, qui a empoisonné le roi et qui a empoisonné l'Église, ça c'est un autre sujet, mais c'est la même chose, c'est au même moment, vous avez des gens qui trafiquent des enfants. Pourquoi faire au fait? Pourquoi faire? Qu'est-ce qu'ils en faisaient de tous ces petits-enfants? Je vais vous donner un exemple absolument abominable. J'ai vu un petit garçon de 6 ans entrer à l'hôpital général, muet, paralytique, et en ressortir 3 jours après. On peut savoir où il va? Muet et paralytique. Qu'est-ce que c'est qu'un enfant muet? C'est un enfant sourd dont personne ne s'est occupé. Bien sûr, oui. Il entre à l'hôpital général. D'où sort-il? Il arrivait d'Auxerre. Pourquoi d'Auxerre l'a-t-on envoyé à Paris? On ne sait pas. Il a dû monter sur un de ces bateaux qui quittait le port Saint-Nicolas à Auxerre et arrivé 2-3 jours après à la Salpêtrière. Il est rentré à la Salpêtrière, il a été enregistré, il s'appelait Pierre, ce malheureux garçon. Il avait 5-6 ans. Il ne marchait pas et il n'entendait pas. Et au bout de 3 jours, il ressort. Mais c'est l'épouvante. Qu'est-ce que ça sous-tend?
qu'est-ce que ça laisse comprendre, qu'est-ce que ça laisse entrevoir? L'horreur, l'horreur. Et j'insiste bien, j'ai suffisamment étudié toute la législation. Toute la législation. Cet enfant n'avait pas d'autre destination que celle dont on l'a fait sortir. Une victime de la débauche. Alors, Marion Sigaud, dans ce manuel d'histoire, vous évoquez aussi d'autres personnages, vous évoquez Turgot. Et là encore, on est frappé de l'actualité du sujet. Ah oui, pourquoi, Marion Sigaud? Mais parce que Turgot, c'est le théoricien du libéralisme. C'est pas le théoricien d'ailleurs, c'est le praticien. C'est le praticien du libéralisme. Le libéralisme économique qui dit laisser tomber la régulation, déréguler, laisser faire le marché, c'est Turgot. C'est Turgot qui a inventé, qui a mis en pratique pour le malheureux Louis XVI, qui était trop jeune pour se rendre compte du piège dans lequel on était en train de le faire tomber. Il était trop jeune, mais il a compris. Quand il a compris, c'était trop tard. J'ai lu des lignes de Louis XVI remarquables d'intelligence et d'élévation d'esprit. Et le malheureux Louis XVI donc, avait fait venir Turgot, dont on lui avait dit qu'il allait résoudre les problèmes. Les problèmes, c'était quoi? La dette. Le royaume de France était endetté, le roi. Mais la dette, on ne pouvait plus. La dette était abyssale, ça vous rappelle quelque chose? Et on fait venir un libéral, on fait venir Turgot, qui va régler tous les problèmes en s'attaquant, dit-on, aux privilèges. Ben voyons, on a fait croire. Alors vous Turgot avait été renversé par les privilégiés, il a surtout été renversé par des émeutes populaires. Vous citez cette phrase extraordinaire, emblématique du langage de propagande. Il faut affranchir nos sujets de toutes les atteintes portées aux droits inaliénables de l'humanité. Ça me rappelle un autre droit contemporain, celui-là, le droit de l'homme qui est d'accepter la délivrance, c'est-à-dire d'être euthanasié. Ça correspond un peu près. Et la loi d'Isaac Le Chapelier. C'est-à-dire la loi, le droit dont il parlait, c'était le droit de travailler sans les contraintes des corporations, c'est-à-dire comme si on disait aujourd'hui, mais l'ouvrier français a parfaitement le droit de vivre sans l'obligation de s'arrêter le dimanche, sans l'interdiction de travailler la nuit et le jour, sans l'interdiction sans le salaire minimum, etc. C'est-à-dire que c'est le libéralisme sauvage. Voilà, l'ouvrier était protégé par les corporations. Absolument. On détruit les corporations et on le libère. On le libère et en réalité, on en fait un bon esclave. Bien soumis. Absolument. On est complètement... Ah non, Turgot, il est abominable. Turgot, il est abominable. Et alors vous citez aussi, vous remettez les pendules à l'heure concernant les crimes imaginaires de l'Église. Vous dites que la chasse aux sorcières, ça n'a jamais été le fait de l'Église. Alors, la chasse aux sorcières... Alors que combien de fois je l'ai entendu? Mais alors l'Église qui a brûlé les sorcières. Puis-je vous annoncer le fascicule numéro 2? Oui. Ça sera l'Inquisition et la chasse aux sorcières. L'Inquisition. Je vais remettre les pendules à l'heure. Qu'a fait l'Église? Qu'a fait la magistrature? La différence entre les uns et les autres. Et vous comprendrez que ceux qui ont brûlé les sorcières, ce sont les mêmes que ceux que je dénonce. Encore une fois... L'Église n'a pas brûlé de sorcières. L'Église n'a pas... Non, vous faites du bien. C'est ça qui est fantastique, c'est que vous faites du bien parce que chacun des articles est extrêmement intelligent, concis, d'une rationalité mathématicienne. C'est du travail de recherche. Ou mathématique. C'est du travail de recherche. Et pour tout cela, vraiment, merci beaucoup Marion. Alors, je rappelle, nous avons traité le premier numéro des manuels d'histoire de Marion Sigaud, de la centralisation monarchique à la révolution bourgeoise. Et vous avez écrit aussi, préalablement, La Marche Rouge, les enfants perdus de l'hôpital général, Jacqueline Chambon, et toujours chez le même éditeur, Mourir à l'ombre des Lumières, l'énigme d'Amiens. Tout cela pour décaper un peu cette histoire officielle sur l'Ancien Régime, le roi et l'Église, ces monstres et ces imbéciles. C'est-à-dire l'histoire qui a été écrite à partir de la Révolution, c'est-à-dire par les vainqueurs. Voilà. Merci beaucoup pour cette excellente conclusion, Marion Sigaud. Merci à vous. Et à très bientôt pour le numéro 2 alors de vos manuels d'histoire. Amis de TV Liberté, à tout de suite pour une autre séquence de Perles de Culture.
Amis de TV Liberté, bonjour. Pour cette séquence du patrimoine, nous avons invité Monsieur de Breteuil. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Qui va nous emmener dans son très beau château, le château de Breteuil, qui est à 30 km de Paris, 20 km de Versailles, et qui est une bien jolie demeure. Monsieur, vous êtes le 10e marquis de Breteuil. Et ce titre explique bien la permanence et l'ancienneté de la famille de Breteuil. En effet, le titre est relativement ancien, mais ce qui est finalement assez rare, c'est que la même famille possède un château qui porte son nom depuis 400 ans, puisque les Breteuil vont hériter de ce château par un oncle d'ailleurs, donc c'était déjà dans la famille avant, mais ce sera en ligne directe dans la famille depuis les années 1600-1604, c'est-à-dire les années de la construction de l'actuel château en briques et pierre, donc de cette époque classique. Ce qui est déjà en soi un miracle, c'est tout à fait original et rare. C'est en effet assez rare, et en plus ce qui est rare, c'est que au cours des siècles, il y a eu de temps en temps des problèmes assez graves concernant le château, qui a failli être abandonné sous la Révolution, qui a échappé au pillage révolutionnaire, dans la mesure où il appartenait à un petit garçon orphelin de père, et de ce fait il a été sauvé par les villageois et par cette loi révolutionnaire. Et puis il a été mis en vente à un moment donné. Je l'ai sauvé avec mon épouse dans la fin des années 60, début des années 70. Donc c'est vrai que c'est un miracle que ce château soit encore dans la famille, avec tous ses souvenirs, tous ces objets d'art et tout ce rattachement aux ancêtres. Bien sûr, nous y sommes très, très attachés. Aux ancêtres et aux gens du village. Pouvez-vous nous raconter quelques éléments de cette grande histoire du château de Breteuil, Jean? Alors les Breteuil sont une famille de la noblesse de Rome. Oui. C'est une famille qui devient une famille de la noblesse de cour. Oui. C'est-à-dire que le premier marquis sera ministre des Finances de Louis XIV, il s'appelait Louis de Breteuil, et la famille aura 3 ministres sous les Bourbons, un sous Louis XIV, un sous Louis XV, ministre de la guerre, et le grand homme de la famille sera ministre et premier ministre du roi Louis XVI, et donnera d'ailleurs son nom à l'avenue de Breteuil à Paris, car il va créer, à la demande du roi, de nouveaux quartiers autour des Invalides. Mais surtout, nous avons à côté de ces 3 ministres, une femme exceptionnelle, et parlant devant une grande journaliste, il faut bien sûr l'évoquer, qui s'appelle Émilie de Breteuil, Madame du Châtelet, qui est une femme de science exceptionnelle, qui traduit Newton et commente Newton et Leibniz, et qui est surtout connue aussi par sa vie privée, relativement agitée, et notamment sa longue liaison avec Voltaire. Et sa mort tragique? Sa mort est en effet tragique. Il faut dire que Madame du Châtelet a eu cette liaison avec Voltaire. Ce n'est pas la seule, disons la vérité. On dit qu'elle a eu en 20 ans un mari et 6 amants, ce qui n'est déjà pas mal. Et son dernier amant, tout en gardant ce lien affectueux avec Voltaire, s'appelait le marquis de Saint-Lambert. Il était nettement plus jeune qu'elle. Il va lui faire un enfant. Et c'est en donnant naissance à cet enfant qu'elle va mourir. Et à ce moment-là, il y a cette phrase extraordinaire de son mari, le marquis du Châtelet, et de Voltaire, qui pointe du doigt le responsable de cette mort, Saint-Lambert, en disant cette phrase merveilleuse « Vous, nous, l'avez tué ». C'est une très jolie histoire. Alors, cette longue histoire, nous allons présenter votre belle demeure, votre beau château, en présentant un film que vous avez mis sur Internet pour emmener les téléspectateurs tout de suite sur place. En franchissant les grilles du château de Breteuil, vous êtes entré de plein pied dans la grande histoire de France. Le château a 4 siècles, et tout au long de son histoire, il a subi maintes transformations. Les plans du XVIIe siècle nous le montrent clos de murs. Quelque temps avant la Révolution,
Claude Stanislas, 4e marquis de Breteuil, le remanie profondément et son fils dessine lui-même les croquis de façade. Il portera une attention particulière au jardin qui l'entoure. Au début du XIXe siècle, le château s'adapte au goût du moment, nous sommes en plein romantisme. Il retrouvera son aspect d'origine sous Napoléon III. C'est sur la partie la plus haute du parc qu'il a été bâti, souvenir stratégique de la forteresse médiévale qui s'élevait ici et dont le colombier est un des derniers témoins. Protégé par les armoiries des Breteuil, à l'épervier d'or sur champ d'azur, savants, artistes, militaires, personnalités religieuses ou politiques vont se succéder. Les 3 derniers rois de l'Ancien Régime auront chacun leur ministre. Louis de Breteuil sous Louis XIV, François-Victor sous Louis XV, et le plus célèbre d'entre eux, Louis-Auguste, Premier ministre de Louis XVI, celui qui donnera son nom à la célèbre avenue parisienne. Ce même Louis-Auguste qui sera auprès du roi aux instants dramatiques de l'affaire du collier et de la reine, une des causes des futurs bouleversements de notre pays. Monsieur le cardinal, vous allez vous rendre à la Bastille. Ainsi vêtu dans mes habits pontificaux, quel scandale devant toute la cour rassemblée. Monsieur le baron de Breteuil, veuillez vous assurer de la personne du cardinal de Rohan. Oui, sire. Arrêtez, monsieur le cardinal! 1789. La Révolution balaye les institutions et abolit les privilèges. Comme tous les châteaux, celui de Breteuil est menacé. Son propriétaire, Charles, est âgé de 8 ans et orphelin de père. Le château est mis sous séquestre et sera ainsi miraculeusement épargné. 30 ans plus tard, et quelques salons plus loin, Louis XVIII s'entretient avec son Premier ministre, le duc de Cazes, et écoute avec intérêt les conseils éclairés prodigués par le même Charles de Breteuil, nommé préfet et pair de France. Après la guerre de 70, une tranquillité relative s'installe, et pourtant la menace demeure. My dear Breteuil, merci d'avoir permis cette rencontre avec Mr. le Président de Gambetta. Nous avons tant de choses à nous dire. C'est Henri de Breteuil, ami du prince de Galles, qui provoque cette rencontre entre Gambetta et le futur roi Édouard VII. L'alliance franco-anglaise est absolument nécessaire. Cette discrète réunion jettera les prémices de la future entente cordiale. Henri de Breteuil, abandonnant un peu plus tard ses responsabilités politiques, peut se consacrer à son château et plus particulièrement à la restauration des jardins et du parc. De grandes fêtes seront données pour leur inauguration au cours de l'été 1900. Alors, nous voyons que cette très belle demeure est entourée de jardins magnifiques. Quelle est l'histoire de ces jardins? Ces jardins remontent au XVIIe siècle, pour partie, mais si on veut brièvement s'y promener, et à travers leur histoire, je crois que le siècle important, finalement, c'est le XIXe siècle, avec l'œuvre magnifique de Henri et Achille Duchesne, qui sont les grands paysagistes de la fin du XIXe, qui vont, pour mon grand-père et ma grand-mère, créer ces jardins à la française, avec ce miroir d'eau qui reflète le château. Et puis nous, courageusement, avec mon épouse Séverine, nous avons rajouté des jardins, puisque nous avons créé le Jardin des Princes, qui est un jardin de fleurs et d'arbres fruitiers. Et puis nous avons aussi créé un labyrinthe de buis, qui amuse bien sûr beaucoup, notamment les enfants. Ce qui fait que et puis, il ne faut pas oublier l'ensemble du parc. Le parc a 75 hectares, entièrement ouvert au public. À Breteuil, il n'y a aucune pelouse interdite, aucune parcelle de bois interdite. Et le château est ouvert tous les jours, toute l'année, ce qui est finalement, là aussi, très rare. Ce qui est très rare. Je le dis souvent, mais être châtelain est aujourd'hui un sacerdoce. Oui, c'est passionnant, mais c'est un sacerdoce. On est tous un peu, comment dire, influencés par ce château. Le château nous possède complètement, c'est évident. Moi, je vous dirais que quand je pars 3 jours en vacances, 3 jours c'est mon maximum, mais je pars 2 fois par an, parce que j'ai qu'une envie, c'est de revenir vers le château qui me manque. Le château, finalement, c'est comme une personne humaine pour moi. Je dis toujours, c'est mon premier enfant qui est né avant les autres, et je suis bien quand je suis là. Alors,
Alors, et je suis là en accueillant moi-même les visiteurs pour leur faire ressentir ce que vous disiez au début, la présence de cette famille depuis 4 siècles qui va jusqu'à nous. Donc que les visiteurs ressentent le fait qu'il y a toujours un Breteuil qui est là pour leur présenter les Breteuils du passé. Pour les saluer. Ça, c'est d'une grande élégance. Alors, pouvez-vous nous faire pénétrer à l'intérieur du château, parce que vous avez aménagé certaines pièces avec des personnages de cire. En effet, nous avons voulu donner de la vie à l'histoire et aménager des scènes où les Breteuils ont été, je dirais en vedette, en tous les cas où ils ont été présents. Je pense à l'arrestation du cardinal de Rohan dans l'affaire du collier, un conseil des ministres autour du roi Louis XVIII, assis dans son propre fauteuil roulant, l'entente cordiale qui a un rôle très important dans la famille, puisque mon grand-père Henri de Breteuil, le 8e marquis, a été un promoteur de l'entente cordiale. Il reçoit Édouard VII et Gambetta. Une toute petite incidente, un scoop si je puis dire, tout récent, c'est que j'ai eu la chance d'être reçu en audience privée par la reine d'Angleterre au cours de son dernier voyage, et je lui ai remis 2 lettres de son grand-père Georges V adressées à mon grand-père Henri de Breteuil. Ça, c'est pour situer l'entente cordiale dans l'actualité. C'est très joli, oui, c'est une très jolie histoire. Et puis on a Marcel Proust qui est là. Oui. Il y a beaucoup de liens avec les écrivains. Charles Perrault, avec l'évocation des contes de Perrault. Voltaire, on en a déjà parlé, avec la belle Émilie. Et puis Marcel Proust qui va choisir mon grand-père pour en faire un des héros de la recherche du temps perdu, donc le marquis de Bréauté, qui est le marquis de Breteuil. Alors, ces figures de cire qui sont très jolies, elles sont avec de jolis costumes, enfin, c'est vraiment l'histoire présente. Et alors, autour de Charles Perrault, vous avez monté une activité. C'est ça, nous avons d'une part les scènes de Charles Perrault. Il y a 7 contes évoqués à Breteuil avec des personnages. 2 maintenant font l'objet d'un son et lumière, La Belle au bois dormant et Le Petit Chaperon rouge, donc ça c'est nouveau. Et puis l'activité qui s'est considérablement, je dirais, développée dans l'esprit du public, c'est la conteuse. Puisque nous avons une conteuse qui est là pour les groupes, bien sûr sur demande, les groupes scolaires, on a beaucoup d'enfants en groupe scolaire. Donc nous avons une conteuse qui est là tous les dimanches pour les visiteurs individuels et tous les jours pendant les vacances scolaires. Et justement à l'approche de l'été, ce sera la grande activité de l'été que d'avoir tous les jours, de 1er juillet 1er septembre, la conteuse à 16h30 qui racontera 3 histoires de Charles Perrault au public. Ça c'est merveilleux. Et puis des fêtes très belles, très joyeuses, très élégantes, auxquelles j'ai moi-même participé à l'automne. Pouvez-vous nous évoquer ces fêtes, monsieur de Breteuil ? Eh bien, chaque année, on a les célèbres journées du patrimoine, et nous voulons bien sûr marquer cette journée, ce dimanche du patrimoine, qui est le 3e dimanche de septembre, chaque année, et nous accueillons une troupe que vous connaissez, pour les avoir pratiqués, une troupe de danseurs en costume ancien, et le thème change chaque année. Cette année, ce sera le thème des États-Unis, grosso modo la guerre de sécession, ce sera « Autant en emporte le vent ». Donc vous verrez, si vous faites l'amitié de revenir, des personnages, Scarlett, etc. Nos personnes, nos danseurs seront habillés comme les héros du film Autant en emporte le vent. Et à côté de cela, tous les dimanches de septembre, octobre, il y aura des activités pour le public, essentiellement à l'extérieur, pour que tout le monde en profite, avec les grenadiers de l'Empire qui défilent, avec les mousquetaires qui organisent un spectacle de duel, avec un spectacle de musique en promenade, de concert promenade. Tout ça est sur notre site. Enregistré ou avec des musiciens? Ah non, avec des musiciens. Avec des musiciens, donc. Absolument, avec des musiciens vivants qui vont se promener d'un endroit à l'autre. Et toutes ces animations sont d'ailleurs bien annoncées sur notre site internet que vous connaissez. Château de Breteuil, absolument, vous faites très bien de le dire, Château de Breteuil. Alors, j'ai l'impression que et même enfin en décembre, un Breteuil féerique. Voilà, nous fêtons Noël avec des illuminations particulières, bien sûr des jardins,
avec l'évocation de Noël, l'évocation du Nouvel An, un peu dans tout le château, que ce soit dans les cuisines anciennes en reconstituant un menu de réveillon, et que ce soit aussi dans différentes pièces du château, celles plus particulièrement axées sur les enfants, comme la nurserie, la chambre des enfants, etc. Enfin, c'est une manière d'évoquer Noël chaque année. Et puis il y a une boutique qui est très jolie, pas beaucoup de choses, mais des choses très belles, qui vous permet peut-être de financer un petit peu les horribles charges. Vous êtes gentil de parler de la boutique. La boutique est une petite annexe. Petite annexe, oui, mais je la signale parce qu'il y a des jolies choses. Vous êtes gentil, et surtout une petite librairie, et ça j'y tiens beaucoup, avec tout ce qui a été écrit, ou sur les Breteuils. J'ai moi-même publié plusieurs livres. Moi-même, je suis assez paresseux. Je n'écris qu'un seul livre, Le Château pour tous. C'est une sorte de programme. Mais nous avons publié, notamment avec Evelyne Levert, des livres sur les mémoires ou les journaux des membres de la famille. Donc on a une petite librairie. Mais la boutique, ce qui est important à Breteuil, ce sont les visites. Il y a 125 000 personnes qui viennent en visite. C'est énorme, oui. Et 90% du budget, ce sont les visites. À côté, pour 10%, et c'est très valable, les mariages, puisqu'on peut louer les salons du château pour s'y marier, également l'orangerie. Mais je dois noter que parmi ces visiteurs, et ça c'est très original, un visiteur sur deux est un enfant. Et je dirais même un enfant de moins de 8-9 ans. Ouais. Nous commençons avec les petits maternels, avec les groupes qui sont tout mignons et qui retiennent très bien, qui nous envoient des petits mots après, enfin quand ils savent écrire. Et donc on commence grosso modo de 3 à 10 ans. Et les parents, grands-parents viennent beaucoup, notamment l'été. Et puis les groupes scolaires. Aujourd'hui, il y a 1500 enfants à Breteuil. C'est un livre d'histoire vivant et tellement facilement accessible pour les enfants que j'imagine. Dès le début, nous avons voulu, avec Séverine, avec mon épouse, que ce soit accessible pour les enfants. D'une part avec le terrain de jeu, ensuite les personnages. Je donnais un exemple, on a le fauteuil roulant de Louis XVIII. Vous montrez un enfant un fauteuil roulant, il dit bon c'est un fauteuil de malade, il est très beau, il est Jacob, mais ça ne va pas le toucher beaucoup. Si vous mettez Louis XVIII dans le fauteuil, vous avez un enfant qui sort du château avec ses camarades qui dit j'ai vu Louis XVIII, j'ai vu Louis XVIII. Et donc c'est une manière très vivante finalement de les ancrer dans l'histoire. Et je crois que on a toujours voulu que les enfants soient, et les familles, c'est un château pour les familles. Et je crois que dans ce domaine, nous avons voulu œuvrer depuis toujours. Et il y a un 11e marquis de Breteuil. Il y a un futur 11e marquis. Qui prendra la relève. Qui prendra la relève. Il a 2 sœurs, mais il faut bien sûr être juste aussi pour ses sœurs. Mais mon fils François est très occupé puisqu'il travaille dans la banque. Donc il nous donne des coups de main de temps en temps pour regarder les comptes avec un certain affolement de temps en temps. Mais il sera le futur. Il le souhaite, en tous les cas, il aime le lieu. Merci beaucoup, monsieur, de nous avoir emmenés à votre château, le château de Breteuil, le château des Comtes de Perrot. Et chers amis de TV Liberté, rendez-vous cet été, rendez-vous à l'automne ou rendez-vous à Noël dans cette belle demeure qui est donc tout près de Chevreuse, à 20 km de Versailles, 30 km de Paris. Et vous y serez reçus par monsieur de Breteuil. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous, madame, de m'avoir reçu. À très bientôt, amis de TV Liberté, pour une nouvelle chronique de Perles de Culture.